Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter un des travaux exécutés par notre task force sur le vaccin de l'association Eranim, l'association israélienne pour la sécurité des médicaments et des vaccins. Aujourd'hui, c'est Félix Pérez qui est physicien et qui gère dans notre task force, qui gère tous les aspects quantitatifs, et il va vous présenter aujourd'hui le bilan Covid en Israël, une analyse qu'il a effectuée par vague et par tranche d'âge. Alors, je cède le micro à Félix. Bonjour. À toi, Félix. Bonjour. Alors, la première chose, c'est que tout le monde sait qu'il y a plusieurs vagues dans ce Covid. Hélas, à chaque fois, on pense que la vague est finie, il en redémarre une autre. Donc, ce qu'on voit sur le diagramme de droite, c'est les vagues, la première, la deuxième, un peu plus que 2 ans. On est arrivé à la 5e vague entre le 1er décembre et le début mars. Et on pensait que début mars, cette vague était terminée, puisqu'elle était en train de baisser, puis ça a redémarré un petit peu. Et c'est ce qu'on a cru être une 6e vague, mais on verra qu'elle a duré peu de temps et finalement, on n'aura peut-être pas de 6e vague. On voit que ces vagues ont des pics, des hauteurs différentes, des largeurs différentes. La 6e vague a commencé fin janvier au Danemark, elle s'est propagée en Europe, elle s'est stabilisée à mi-mars en Europe, tant mieux, cette stabilisation se confirme. Elle a démarré en Israël mi-mars, elle s'est stabilisée en Israël depuis quelques jours, donc Israël est stabilisé à la suite de l'Europe. Cette petite 6e vague a été beaucoup plus brève. En Amérique du Nord, les USA ne sont pas encore touchés. Le Canada démarre un petit peu. Donc au Canada, on a un petit démarrage de la hausse et pas encore aux USA. Voilà. Donc il ne faut pas être trop inquiet sur cette 6e vague. Elle a l'air de s'estomper. Donc peut-être qu'on n'aura pas de 6e vague. Alors voilà l'exemple du Danemark, par exemple. On voit qu'on est monté avant tout le monde. On a eu ce variant BA2 très très contagieux, mais pas grave, aussi peu grave que l'Omicron, qui a fait une petite remontée. Donc on n'a pas commencé la baisse du Danemark. À peine on a eu le BA2 qui est arrivé là-bas, avant tout le monde. Et avant tout le monde, il a commencé sa baisse très vite. La phase de BA2 a été brève et le Danemark a commencé à baisser avant tout le monde. Donc, depuis mi-février, le Danemark est en baisse. Il est toujours en baisse aujourd'hui. La courbe s'arrête le 18 mars, on est le 26, on est toujours en baisse. Et l'Allemagne a commencé le 6 mars son BA2, donc 2 semaines après le Danemark, s'est mise en stabilisation depuis le 14 mars. Le 19, c'était en stabilisation. Aujourd'hui, on est le 26, on est toujours stable. La France, on avait le 19 mars une stabilisation. On a eu depuis une petite remontée. Et puis, ça s'est restabilisé à nouveau en France. Et au UK, on a eu une stabilisation et maintenant, on a amorcé une baisse au UK. Donc, UK, une baisse amorcée. Allemagne, une légère baisse. UK, déjà, baisse confirmée. Et France, stabilisation. Pour l'Espagne et l'Italie, on a aussi stabilisation. Pour Israël, on était le 19 mars en montée. Et le 26 mars, depuis quelques jours, depuis le 20 mars, on est stable. Donc, la stabilisation annoncée le 19 mars pour Israël, vous voyez, on avait une probable stabilisation. Depuis le 19 mars, ça se confirme. Donc, les courbes aujourd'hui donneraient, depuis le 20 mars, une situation stable en Israël. Et probablement, on attend une baisse pour début avril, pour le 2-3 avril, la baisse va commencer en Israël. Donc, ces phases BA2, on peut dire, sont très brèves. Cette 6e vague, je pense qu'on finalement, à l'échelle des 2 ans et demi de Covid, on la verra pas, cette 6e vague. Donc, on peut dire en fait que cette 6e vague, petite 6e vague, qui est le BA2 de Omicron, dure à peu près 10 à 15 jours, qu'elle se stabilise et qu'elle redescend relativement rapidement. Et que finalement, on peut dire qu'avec l'énorme épidémie qui s'est révélée avec Omicron, avec le BA1, finalement,
le BA2 a infecté les gens qui n'avaient pas eu le temps d'être infectés par le BA1. Alors, je n'ai pas dit ça, mais tu me tends la perche. A priori, les analyses montrent que les variants Omicron et BA2 sont tellement proches, sont vraiment des cousins plus que germains, ou presque des frères lointains ou des cousins germains, ils sont très très proches, ce qui fait qu'a priori, quand on a été infecté par Omicron dans le mois ou les 2 mois qui suivent, on a peu de chances d'être infecté par le BA2. On peut évidemment, on peut même être réinfecté par l'Omicron, mais avec peu de probabilité. Ce qui fait qu'on est, avec Omicron, on a une sorte d'immunisation en général pour le BA2. Alors par exemple en Israël, on a 4 millions d'infectés Omicron, plus les vaccinés qui sont un petit peu protégés, très peu, mais un petit peu protégés quand même. Donc le tout fait que la vague en Israël a été même plus brève qu'en Europe, parce qu'on avait beaucoup plus de cas en Israël qu'ailleurs, en proportion du nombre d'habitants. Donc la vague a été plus brève. Voilà. Alors voilà, c'était la remontée en Israël, mais qui est déjà en stabilisation. Donc, je pense que là, on peut passer. Donc on voit on peut peut-être regarder les cas graves. Voilà. Alors, il faut regarder en Israël, c'est intéressant, les cas graves et les morts. Alors, comme un peu partout comme dans le monde, les cas graves d'Omicron, c'est très intéressant, c'est très voisin un peu partout, sont égaux à 0,3% des cas nouveaux. C'est-à-dire que quand il y a un cas nouveau, on a une probabilité moyenne, en moyenne des tranches d'âge, d'avoir 0,3% des gens vont avoir un cas grave, c'est-à-dire 3 pour 1000. C'est-à-dire sur 1000 cas, il y aura 3 cas graves. Et ce chiffre se confirme à peu près dans le monde entier, versus presque 2% sur les vagues précédentes. Donc le Omicron n'est pas grave, il est beaucoup moins grave que les vagues précédentes. Et on voit ici la superposition, si on pronostique le nombre de cas graves avec ce modèle de calcul par rapport aux cas anciens, et si on superpose ce pronostic par rapport aux cas réels, on voit que le pronostic est très très bon. On voit que les deux courbes se superposent extrêmement bien, il n'y a pas de tricherie, c'est vraiment une superposition. Et on voit que la superposition est vraiment excellente. C'est-à-dire que vraiment les cas graves se déduisent des cas moyens passés. C'est-à-dire on prend une semaine de cas moyens passés, on multiplie par 0,3% et on pronostique le cas grave du jour et on n'est pas loin du tout. Donc on voit effectivement, et pour les morts se déduisent des cas graves de la même manière, ça c'est à peu près partout dans tous les pays du monde. Et là, si on a un cas grave, on a 30% de risque de mourir. C'est pas sympathique. 30% des cas graves amènent à des morts. Par exemple, quand on avait les 200 morts en Israël, 200 cas graves en Israël, on avait 60 morts. Quand on a actuellement 20 cas graves, on peut avoir entre 3 et 6 morts. Quand on avait 30 cas graves, on avait 10 morts, donc 30% des cas graves. Et on voit ici la simulation, on calcule 30% des cas graves moyens passés de la semaine passée, et on superpose le nombre de morts réels, et on voit que, hélas, les deux courbes se superposent très bien. C'est-à-dire que le nombre de morts, c'est effectivement, quand on fait un cas grave, on a un risque de mort qui est quand même très élevé, et c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter de faire des cas graves. Et ce qui évite de faire des cas graves, on va le voir tout à l'heure, le vaccin réduit beaucoup la probabilité de faire un cas grave. Alors, je voudrais juste rajouter deux choses à ce que tu viens de présenter. D'une part, que ces chiffres correspondent bien sûr à ce qui se passe en Israël. Je pense que les 30% de mortalité des cas graves, ça ne doit pas être un chiffre qui se voit dans tous les pays. Il y a des pays où les systèmes de santé sont débordés, où ces 30% sont beaucoup plus importants. Ça, c'est le premier point. Et je voudrais revenir sur un deuxième point, parce que tu as dit tout à l'heure que la vague Omicron, elle n'est pas
aussi grave que celle que les autres vagues. On va le voir tout à l'heure. Hein. Voilà, donc tu vas le montrer tout à l'heure que la gravité de cette vague Omicron, elle a quand même été quelquefois sous-estimée parce qu'on imaginait que c'était moins grave, mais compte tenu du nombre de gens qui étaient infectés, finalement, par exemple en Israël, on a quand même eu 1000 morts en un mois. Donc, on va voir que cette plus faible gravité de Omicron, elle n'est vérifiée que pour les tranches plus jeunes. Et que ça reste quand même, le Covid reste quand même un danger pour les personnes âgées et pour les personnes à risque que tu vas nous montrer tout à l'heure. Absolument. Voilà. Alors là, on a voulu faire dans le groupe, toutes ces planches répondent aux demandes du groupe. Hein. Donc cette demande du groupe, c'était de situer Israël par rapport au monde sur l'ensemble du Covid. Hein. Donc c'est l'ensemble des vagues cumulées. C'est le bilan Covid global par rapport au monde. Alors on a regardé ici les cas par million d'habitants, le nombre de morts par million d'habitants. Donc c'est comparable d'un pays à l'autre. Hein. Et on a regardé... Attends, 2 secondes, parce que j'ai oublié d'enlever l'ancienne. Alors, c'est pas grave, parce qu'après, on va faire des coupures. 2 secondes, voilà, celle-là, je fais le slide. Et là. Voilà, c'est la bonne. Là. C'est celle-là la bonne, donc là je l'enlève tout de suite. Voilà. Alors je la remets à l'écran. J'ai 2 planches. Voilà. Ça va là? C'est bon. Alors tu peux y aller. À la demande du groupe, donc, on a voulu faire un bilan comparatif du Covid sur divers pays. Donc on a voulu regarder rendre des choses comparables, le nombre de cas par million d'habitants, le nombre de morts par million d'habitants, et puis, pour voir le bilan des régimes de santé, des systèmes de santé, le nombre de morts par cas. Alors, on voit déjà que le nombre de morts par habitant dépend fortement des pays. Alors, on voit par exemple le Pérou et le Brésil ont des nombres de morts par habitant très élevés, hein, par rapport à d'autres pays. On est autour de 6 et 3. C'est la courbe bleue. Hein. Alors ensuite, on a très voisins USA, Italie, UK et France, qui sont en 2 à 2,5 morts par millier d'habitants. Et puis, on descend, et on a Israël qui a un très bon bilan global avec 1 mort par millier d'habitants, donc bien meilleur que USA, Italie, UK et France, donc c'est un très bon bilan pour Israël, et très voisin du Danemark. Alors l'Australie a un bilan encore meilleur, mais l'Australie a fermé ses frontières complètement pendant 2 ans, ce que la plupart des pays ne peuvent pas faire. Alors, sur le nombre de morts par cas, on voit que c'est analogue au nombre de morts, les performances, et on voit que le Pérou et le Brésil ont des systèmes de santé qui sont un peu à genoux quand même. Le nombre de morts par cas est très élevé. On a entre 3 et 2 en échelle relative. Alors, je trouve que sur cette courbe, on a beaucoup parlé du modèle suédois. Voilà. Et on voit ici, entre le modèle suédois et le modèle israélien, puisque ce sont 2 pays qui ont une population absolument à peu près identique, on voit que ce modèle suédois où on n'a rien fermé, les écoles n'ont pas été fermées, les restaurants, etc. On voit que quand même, la mortalité, elle est pratiquement le double de celle d'Israël. Donc, il y avait un prix à payer. Absolument. Alors, on voit que USA, Italie, UK et France
donc des systèmes de santé voisins, on est autour en échelle relative de 1, alors qu'à Israël, on est en échelle relative 0,25 sur les morts par cas. Donc on est 4 fois meilleur en morts par cas. Donc Israël a un système de santé quand même très décentralisé, et donc très efficace, parce qu'il est décentralisé avec ses mutuelles de santé et avec ses villes. On a des grands hôpitaux par ville et des systèmes de santé avec 4 mutuelles qui gèrent chacune. Donc cette décentralisation est très favorable. À l'opposé, on a Hong Kong qui a une mortalité colossale dans sa dernière vague, parce que tout est centralisé là-bas. Hong Kong, c'est une seule ville. Donc voilà, la décentralisation est très favorable de ce point de vue. Donc on voit que le Danemark est très performant comme Israël, mais ça on sait que le Danemark a un très bon système de santé. Et l'Australie a un faible nombre de morts par cas, ça c'est lié au faible nombre de morts qu'il a tout bêtement, avec sa fermeture des frontières, mais ça, on ne peut pas forcément faire ça. Alors maintenant, on va faire un zoom sur Israël. Alors on va regarder le taux de gravité et le taux de mortalité d'une vague à l'autre. Rappelez, on avait dit qu'Omicron était moins grave en pourcentage et moins mortel en pourcentage que les autres variants. Alors on voit ça, effectivement, la vague 1, 2, 3, 4, 5. Dans la vague 1, le taux de cas graves était de 3,5%, alors qu'Omicron, c'est 0,3%. Dans la vague 3, on est à 2,5%, et dans la vague 4, on est à 1,4% en taux de gravité. Donc 5 fois plus grave qu'Omicron en moyenne. Donc on voit que l'Omicron est beaucoup moins grave en taux de gravité, et pareil sur le nombre de morts. La vague 1, on est à 1,7%, c'est énorme. Quand on faisait un cas, on avait 1,7% de chance de mourir, 17 fois plus qu'aujourd'hui quand même. Et dans les vagues 2 et 3, on avait 0,6, 0,7%, donc 7 fois plus de risque de mourir qu'aujourd'hui. Et dans la vague 4, 4 fois plus de risque de mourir qu'aujourd'hui avec Omicron. Ce qui ne veut pas dire qu'Omicron n'est pas grave, on va le voir tout à l'heure. Hein. Alors, tu nous avais fait remarquer, que la vague 3, qui était la vague... non, la vague 4 était la vague delta et la vague 3 était la vague alpha. Et donc, c'est à ce moment-là que le vaccin a commencé. Or, on sait parfaitement que ces deux variants-là étaient beaucoup plus graves, avaient une gravité beaucoup plus importante, une mortalité plus importante, puisqu'on l'a vu dans les pays où il n'y avait pas encore le vaccin. Et donc, on voit que l'effet, comme tu l'as écrit, que l'effet du vaccin a été très important, et aussi sur l'Omicron, bien sûr. Absolument. Alors, là, on va voir l'effet de l'âge. On va voir que l'âge n'est pas neutre du tout. C'est un bilan global Covid d'Israël. Hein. Donc, sur les vagues 1 à 4 cumulées hors Omicron, on voit que la gravité est 8 fois supérieure chez les plus de 60 ans et la mortalité également. D'accord? Ça, c'est la planche de gauche par rapport à... Tu parles de l'impact de la vaccination sur toutes les vagues. Non, l'âge. La planche de gauche, c'est l'âge, simplement l'âge. D'accord. Donc l'âge, on a un taux de gravité plus grand chez les plus de 60 ans d'un facteur 8, que ce soit dans la vague 1 à 4, que dans l'Omicron. Pareil, dans l'Omicron, on a une gravité beaucoup plus grande, que ce soit pour les plus de 60 ans. On va voir par tranche d'âge tout à l'heure, mais pour les plus de 60 ans, la gravité, la mortalité est plus grande d'un facteur 8. Maintenant, l'effet de la vaccination, d'accord, l'effet de la vaccination sur les cas graves, on a un effet de la vaccination d'un facteur 6 fois supérieur chez les non-vaccinés de plus de 60 ans par rapport aux vaccinés. On voit à droite 10% de cas graves chez les non-vaccinés par rapport à 1,5% chez les vaccinés pour les plus de 60 ans. Hein, d'accord? Et or, on a 4% de mortalité
chez les non-vaccinés comparé à 0,6% chez les vaccinés. Donc, un taux de mortalité pour les plus de 60 ans 6 fois plus grand chez les non-vaccinés que chez les vaccinés. Donc, la protection du vaccin n'est pas très grande sur la probabilité d'être infecté par le Covid. Le vaccin offre 20% de protection, c'est faible. Par contre, il offre une protection du cas grave et de la mortalité énorme. Sur les plus de 60 ans, c'est ceux qui sont touchés par les cas graves et la mortalité. L'importance essentielle de la vaccination, contrairement à ce qui peut être dit à droite ou à gauche, le vaccin est très important, on le voit dans cette courbe, il limite la gravité et la mortalité, qui ne sont pas du tout négligeables, y compris avec l'Omicron. Tu vas nous expliquer, pardon, tu vas nous expliquer ici comment on a pu beaucoup manipuler les chiffres en parlant d'abord, en disant, ben voilà, il y a autant de cas graves en réanimation, il y a autant de cas graves chez les vaccinés que chez les non-vaccinés, donc ça ne sert à rien de se faire vacciner. Donc tu vas nous expliquer en quoi c'est une vraie manipulation des chiffres. Alors, beaucoup de personnes, dont certaines personnalités, veulent expliquer pour se justifier et justifier leurs erreurs du passé que le vaccin ne sert à rien. Et donc, pour se justifier, ils disent, regardez, 50% des cas graves sont vaccinés. Effectivement, il y a un paradoxe apparent. Quand on voit que 50% des cas graves sont vaccinés, on pourrait penser que le vaccin ne sert à rien. 50% des cas graves sont vaccinés. Mais c'est un paradoxe apparent. Il faut regarder plus en détail les chiffres. Parce que les cas graves sont, pour la plupart des cas graves sont vaccinés. Alors, prenons les exemples. Prenons le bilan Covid Omicron en Israël. On a 3000 cas graves non vaccinés, 3000 cas graves vaccinés. Effectivement, on a 50-50, c'est vrai. D'accord? Donc, c'est vrai qu'on a 50% des cas graves vaccinés. Maintenant, regardons plus en détail. Les 3000 cas graves non vaccinés sont à ramener aux 33 000 cas non vaccinés. Et les 3000 cas graves vaccinés sont à comparer aux 205 000 cas vaccinés. D'accord? Parce qu'il y a il y a beaucoup plus de gens vaccinés que de gens non vaccinés. Donc, si on regarde, quand on est non vacciné, la probabilité de faire un cas grave, elle est 9%. Et si on regarde, quand on est vacciné, on a l'Omicron, qu'on est vacciné, la probabilité de faire un cas grave, elle est de 1,5%. Alors qu'on a les mêmes 3000 à l'arrivée. À l'arrivée, on a les mêmes 3000. Mais on n'a pas le même nombre de cas. Et donc, on a un risque de cas grave chez les non-vaccinés 6 fois plus grand, c'est le chiffre qu'on avait tout à l'heure, par rapport aux vaccinés, malgré qu'on est 50-50. C'est le paradoxe qui est expliqué ici. Voilà, donc en fait, j'avais beaucoup aimé aussi l'image du professeur Cyril Cohen, qui donc l'exprime un peu différemment, qui disait que si on prend un village, un petit hameau de 100 personnes, et il y a à peu près 80% de gens qui sont vaccinés, alors on a 2 cas de gens vaccinés et 2 cas de gens non vaccinés. Donc on dit qu'il y a autant de vaccinés que de non vaccinés, mais en fait, ces 2 cas, c'est 2 cas sur 20 personnes, alors que l'autre, c'est 2 cas sur 80 personnes. Donc ça donne à chaque fois… On va pousser l'image plus au bout. Alors, j'aime beaucoup ton image. On va dire qu'il y a un village avec 10 personnes vaccinées, 0 non vaccinées, d'accord? Il y a une personne qui va faire un cas grave et qui va mourir, d'accord? Elle va être vaccinée, donc on va dire que le vaccin ne sert à rien, alors qu'il y a 0 non vaccinés. Donc voilà. Absolument, absolument. Tu as poussé l'image jusqu'au bout. Voilà. Alors maintenant, par tranche d'âge, là, c'est vraiment très délicat avec l'âge. Hein. On va voir que l'Omicron, même ce que disait Irène, docteur Fermont tout à l'heure, que les tranches d'âge montrent que l'Omicron, même l'Omicron, alors hors Omicron, c'est le
Le Covid est grave, mais même l'Omicron, c'est grave. Alors, on voit effectivement sur la tranche 0, en moyenne, c'est 0,3% pour Omicron, le taux de gravité. Si on fait un cas, c'est 0,3%. Et on trouve ce 0,3% pour les 50-60, on trouve très peu pour les 0,50. Maintenant, on trouve par tranche d'âge, on trouve que pour les 90 ans et plus, on arrive à 14% de risque de faire un cas grave. Pour les 80-90, on arrive à 8% de risque de faire un cas grave, etc. Donc on voit que ces taux par tranche d'âge sont beaucoup plus élevés que la moyenne, beaucoup plus élevés que la moyenne. Et hors Omicron, on a 2% pour la moyenne. Eh bien, on retrouve pour 90 ans 54%, une chance sur 2, c'est énorme, mais une chance sur 3 pour 80 ans et plus. Une chance sur 3, c'est colossal. Donc, on est hors Omicron, on est 10 fois supérieur pour les 0,70 par rapport à l'Omicron et 4 à 6 fois pour les 70 et plus. C'est-à-dire que par tranche d'âge, en plus, le hors Omicron est encore plus sévère sur ces tranches d'âge-là que le Omicron. Voilà. C'est aussi ce qui a fait dire que Omicron était pas grave, ce qui est faux, puisque quand même, il y a un taux de mortalité de cas graves qui se vérifie surtout chez les personnes à risque et de plus de 60 ans. Mais évidemment, on voit la différence d'échelle. La différence d'échelle, elle s'est vue de deux façons. D'une part, sur le nombre de gens infectés qui était absolument énorme et qui donc a gommé cette différence de gravité, cette probabilité de faire des cas graves avec Omicron. Mais même avec l'Omicron, effectivement, ce que tu dis, sur des tranches d'âge 70 et plus, c'est quand même sérieux l'Omicron. Hein. C'est moins grave que le hors Omicron, beaucoup moins grave que le hors Omicron, mais ça reste des taux de 3, 8 et 14%. C'est quand même pas rien du tout. Alors, on va voir les mortalités tout à l'heure, après la planche suivante. Et on l'a vu partout dans le monde que cette vague Omicron qui était tout de suite annoncée comme étant peu grave a quand même fait des ravages au niveau des personnes à risque. Absolument. Alors sur les décès, on voit là, hein, les risques de décès. Il y a 0,1% pour l'Omicron, d'accord, en Israël, mais on voit que sur les 90 ans et plus, c'est 7%, c'est quand même colossal. Les gens âgés dans les maisons de retraite ou ailleurs, si une personne très âgée à l'Omicron, elle a 7% de chance de mourir. Sur les 80-90, c'est 3%, donc c'est loin d'être négligeable. Et sur les 70 et plus, c'est presque 1%. Donc, sachant qu'on a une très forte chance d'attraper l'Omicron, c'est quand même un truc très contagieux, c'est pas un risque qu'on a envie de courir. Hein. On accepte de prendre un risque de 1 sur 100 000 en général hein, quand on prend l'avion, ou 1 sur 10 000, mais si on sait qu'on a un risque de prendre une voiture avec 7% de risque de mourir, 3% ou 1%, personne ne prendra la voiture. Alors on voit hors Omicron, c'était encore plus grave, on avait des taux de 35%, 16% ou 6%, c'était colossal, hein, le taux de mortalité. Et quand on avait dans ces tranches d'âge-là, quand on avait 70 ans et plus, on avait presque 16% de risque de mourir en étant infecté hors Omicron. C'était quand même très très sérieux. Alors, le décès en pourcentage des cas graves ne change pas par rapport entre vaccinés et non vaccinés. Sont 7 fois moins graves, 6 fois moins graves quand on est vacciné, les décès aussi. Donc, les décès sur les cas graves, ça reste à peu près pareil. On a 30% de cas graves qui décèdent, mais par tranche d'âge, ça joue fortement. Par tranche d'âge, le décès en pourcentage des cas graves, pour les 90 ans et plus, c'est 60%, c'est énorme. Pour les 80-90, c'est 45, presque 50%. Pour les 70-80, c'est 30%. Donc on voit que si on fait un cas grave, plus on est âgé, plus on a de chances de mourir. C'est quand même très très élevé. On a 30% total, c'est la moyenne, parce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on a entre 0 et 80 ans, c'est vrai, mais au-dessus de 80 ans, on passe sur des taux de risque qui sont presque une chance sur deux, voire si on a un cas grave de 80 ans, on a une chance sur deux de mourir.
Et je rappelle que ces chiffres sont des chiffres pour Israël, donc ces chiffres ne sont pas forcément les mêmes dans les autres pays, et surtout dans les pays où les systèmes de santé sont débordés. Évidemment, ce pourcentage va exploser et va certainement aussi va augmenter selon la tranche d'âge, mais avec des proportions beaucoup, beaucoup plus élevées. Alors, on n'a pas de détails pour faire sur d'autres pays, on n'a pas ce niveau. Israël a un dashboard qui est excellent. On peut faire beaucoup de choses avec ce dashboard. Alors, pareil, dans le groupe, il y a eu une demande, j'ai fait la même du groupe, les différentes causes de mortalité selon l'âge, pour voir comment le Covid se situait en Israël, par rapport aux divers tranches d'âge. Alors, on a regardé. Alors, il faut savoir qu'il y a à peu près 40% de causes de mortalité qui sont diverses et variées, qui ne sont pas analysées par le Central Bureau of Statistics Israël, qui sont cumulées, alors les morts sur la route, les suicides. On t'entend pas bien, reviens sur cette slide au début. Alors, le groupe a demandé d'analyser les différentes causes de mortalité pour situer le Covid par rapport à d'autres causes de mortalité. Alors, on dispose par le Central Bureau Statistique israélien de diverses causes de mortalité, mais on a tout un pavé qui fait 40% qui cumule les morts sur la route, les erreurs les problèmes les mortalités liées aux médicaments, les suicides, etc. Donc, ils sont tout cumulés dans un pavé qui fait à peu près chaque année 40%. Par contre, sur le reste, on a la première cause de mortalité qui est en général le cancer. La deuxième cause, j'ai regroupé le cardiovasculaire. Et ces 2 dernières années, on a le Covid, ça c'est les 2 dernières années cumulées, c'est 2 ans cumulés, par tranche d'âge. Donc on voit par tranche d'âge en bleu donc, le cancer. Si on prend par exemple la tranche 50-60, le cancer premier, en deuxième, le cardiovasculaire, autour de 15%, et le Covid qui arrive autour de 12%. Alors, le Covid est la 3e cause de mortalité sur chaque tranche d'âge, derrière le cancer et cardiovasculaire. Alors, y compris, parce que sur le Covid, il est faible sur les 0,50. Donc, on pourrait être étonné de le voir à ce niveau-là. Mais comme la mortalité est faible sur 0,50, elle est faible en général déjà sur 0,50. Donc, le Covid est faible, mais il se compare à une mortalité qui est faible. Donc, il est significatif lui-même. Donc, il est autour de 6% et il n'est pas négligeable, alors qu'il est négligeable dans l'absolu par rapport aux autres tranches d'âge, par rapport à la tranche d'âge 0,50. Et pareil, sur le 0,90, on a vu tout à l'heure qu'il est grave par rapport à… Le Covid est une cause de mortalité forte, mais il y a tellement de mortalité sur les 90+, hélas, d'autres causes, parce qu'après 90, les gens finissent par mourir, donc ils ont beaucoup de cardiovasculaire, c'est la cause maximum de mortalité. Ils ont aussi des cancers, et ils ont aussi toutes les autres causes cumulées. Alors, moi, j'aimerais rajouter… Donc, le Covid pèse peu relativement. Paradoxalement, on a un paradoxe. Au total, on voit que le Covid pèse est la 3e cause de mortalité, toutes causes confondues, sur ces 2 années de Covid. C'est plus de 2 ans de Covid Israël. Hein. Alors, moi, j'aimerais rajouter quelque chose à cette planche qui est vraiment très intéressante. C'est que on sait très bien que le Covid fragilise énormément les pathologies sous-jacentes. C'est-à-dire qu'on a vu des cancers qui flambaient après le Covid, des gens qui étaient en rémission et qui avaient des rechutes, et de la même façon, des séquelles cardiovasculaires qui étaient aggravées pendant ou après le Covid. Donc, ici, on a une mortalité directement attribuée par le Covid, et il y a certainement une mortalité indirecte causée par le Covid, par l'aggravation des maladies sous-jacentes. C'est-à-dire que dans les cancers et dans les cardiovasculaires, il y a des bouts de Covid qui se baladent, et dans les Covid, il y a des bouts de cancer et de cardiovasculaires qui se baladent. Il y a ce qu'on appelle des intersections, ça, ce que les spécialistes savent ici. Mais se dessine aujourd'hui, hélas, le Covid long,
exemple, autour de chez nous, on a 2 cas de lymphome post-Covid à 2 mois de post-Covid chez des gens jeunes qui ont fait des lymphomes très proches de chez nous, autour de chez nous. Et hélas, on entend parler de lymphome post-Covid, on entend parler de problèmes cardiaques post-Covid, et il est à craindre que les Covid longs, on en découvre l'impact, et c'est très inquiétant. Et les scientifiques, les professeurs, les médecins, les hôpitaux sont en alerte actuellement sur les Covid longs. Absolument. On a aujourd'hui un recul sur le Covid et pendant, on peut dire, 1 an et demi, on s'est complètement focalisé sur la maladie elle-même. Et maintenant, on est arrivé quand même à une bonne connaissance de la façon dont il faut traiter les patients Covid, les patients graves et en réanimation. Mais par contre, ce qui est très marquant dans la littérature scientifique, c'est qu'on a maintenant du recul sur le Omicron et qu'on commence à beaucoup étudier ce syndrome très informel qui s'appelle le Covid long. C'est pour ça on n'a pas fini de découvrir des choses là-dessus. Les divers professeurs qui ont dit, il y en a eu de nombreux, que le Covid, les divers anti-vax, qui ont dit que le Covid c'était comme une grippette. Effectivement, on pouvait penser que c'était comme une grippette, parce que finalement, le nombre de morts, c'était plutôt les gens âgés, etc., et que les jeunes n'étaient pas tellement touchés, etc. D'abord, on voit que les chiffres sont quand même élevés, ce n'est pas une grippette. Et deuxièmement, donc on n'a pas envie de sacrifier même les personnes âgées. Et deuxièmement, on va voir qu'avec les Covid longs, hélas, peut-être qu'on a une bombe à retardement. Et ces gens-là seront d'autant plus coupables d'avoir fait ce type de diagnostic, parce que si on a cette bombe à retardement, on s'apercevra que c'est loin d'être une grippette à ce moment-là. De toute façon, c'est déjà loin d'être une grippette. Oui, déjà, mais ce sera encore pire. Alors, on a voulu, c'est pareil, le groupe m'a demandé de regarder la surmortalité du Covid, parce qu'il y a tellement de chiffres. Il y a eu une étude qui a circulé sur l'excess mortality, qui a été reprise à droite à gauche, un modèle de calcul. Il faut s'en tenir, d'après les scientifiques, sur les modèles de calcul des instituts statistiques sérieux, qui sont le CDC, l'OMS. En Europe, on a un institut qui s'appelle Euromomo, qui suit la mortalité, qui s'occupe que de la mortalité et des causes de mortalité, des causes de surmortalité, et qui inclut les pays d'Europe plus Israël, c'est comme ça, et le Central Bureau Statistique en Israël. Tous ces gens-là travaillent sur leur surmortalité et sur la surmortalité du Covid. Et c'est ces gens-là qui sortent des chiffres sérieux, pas liés à des modèles de calcul, mais liés à vraiment des chiffres, des statistiques sérieuses et scientifiques. Donc, la surmortalité du Covid, on peut regarder que la surmortalité brute et globale du Covid. Alors, d'abord, effectivement, il existe effectivement une excess mortalité du Covid sous-estimée, mais ce n'est pas celle qui est liée à un modèle de calcul. Les gens jouent là-dessus. C'est celle qui est liée aux pays qui sous-estiment les chiffres de mortalité du Covid. J'entends par là la Russie, l'Iran, la Chine, la Turquie, des pays qui sont souvent des dictatures et qui, pour des raisons politiques, sous-estiment leurs chiffres. Alors effectivement, là, on a effectivement une sous-estimation des morts du Covid. Mais ce n'est pas lié à des modèles de calcul, c'est lié à des raisons politiques. C'est pour ça que je n'ai cité aucun de ces 4 pays tout à l'heure. Et il y en a d'autres, de pays de cette nature. Il y a des pays, par exemple, qui n'ont pas des systèmes de santé comme l'Inde ou l'Afrique du Sud, ou l'Afrique du Nord, l'Inde ou l'Afrique, qui n'ont pas de système de santé apte à mesurer réellement la mortalité Covid, c'est-à-dire à faire la première chose. Donc cela, ce n'est pas pour des raisons politiques, c'est pour des raisons liées à des systèmes de santé défaillants. Donc, il y a une sous-estimation de la mortalité du Covid, mais pas liée à des modèles de calcul, liée à des pays qui ne savent pas la mesurer ou qui ne veulent pas la mesurer. Maintenant, pour les pays qui savent ou qui veulent la mesurer, on peut calculer la surmortalité brute du Covid. Alors, pourquoi brute? C'est qu'il y a une surmortalité du Covid qui est l'effet Covid, le nombre de morts du Covid, comparé au nombre de morts normal d'une année normale. C'est ce qu'on va voir ici, c'est ce qu'on appelle la surmortalité brute. Maintenant, il y a d'autres effets dans un sens et dans l'autre, mais qu'aucun modèle ne peut calculer,
parce que ça dépend du pays, de la culture, et c'est très qualitatif. Il y a un effet favorable du Covid, hélas, c'est le fait qu'en s'isolant, on a eu moins de grippe, on a eu moins de morts sur la route, on a eu moins de contacts, etc. Donc moins de morts qu'on a usuellement une année normale. C'est un effet favorable du Covid, entre guillemets. Il y a eu alors, dans l'autre sens, un effet défavorable du Covid, indirect, qui est le fait que, avec le Covid, on a reporté des opérations médicales, on a reporté des mammographies, on a reporté des examens dentaires, on a reporté des examens du cancer, on a reporté tout un tas d'examens médicaux, tout un tas de choses qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire. Et donc, on a créé des gravités de cas qui sont sous-estimées. Donc, ça, c'est effectivement des effets indirects du Covid, mais qu'aucun modèle ne sait, à mon avis, mesurer. En dehors de ça, on a une surmortalité brute du Covid qu'on mesure ici en comparant le nombre de morts du Covid par tranche d'âge sur les 2 ans, comparé au nombre de morts hors Covid normal sur les 2 ans en Israël et par tranche d'âge. Donc, on voit la première colonne, c'est la population d'Israël, 9 200 000 habitants à peu près, donc par tranche d'âge. Par exemple, la tranche 60-70, 760 000 habitants, pardon. Prenons cette tranche 60-70, on a 10 000 morts hors Covid sur 2 ans, la deuxième colonne. 10 000, voilà. Les morts Covid sur 2 ans, 1480. Ça, c'est les morts Covid sur 2 ans. Sur les 10 400 morts Covid, on en a 1480 qui viennent de cette tranche d'âge-là. D'accord. Les nombres de morts, le taux de mort hors Covid, c'est 1,3%. Il y a 1,3% des 60-70 qui meurent, statistiquement. Et le taux de mort Covid sur cette tranche d'âge, c'est 0,19. La surmortalité Covid sur cette tranche d'âge, c'est-à-dire les 1480 morts Covid sur la population de 763 000, c'est 15%. Donc, on a 15% de surmortalité Covid sur cette tranche d'âge. Alors, on regarde ça tranche d'âge par tranche d'âge. Évidemment, sur la tranche 4-50, on a une surmortalité Covid qui est faible, 7%. Et sur la tranche 90+, on pourrait attendre, parce qu'il y a une surmortalité Covid qui est forte. Or, elle n'est que de 7%. Il y a un paradoxe apparent. Alors, elle est faible, pourquoi? Parce que la mortalité sur cette tranche d'âge est très forte dans l'absolu. Parce que sur la tranche d'âge 90+, c'est la tranche d'âge où à peu près tout le monde meurt. Donc, le Covid rapporte peu en plus. Donc, malgré que la mortalité Covid soit forte, on a une surmortalité Covid qui reste faible. Donc, finalement, on a 2 tranches d'âge, la surmortalité Covid 7%, la tranche d'âge 4 à 50 et la tranche d'âge 90+. Sur les autres tranches d'âge, on a autour de 13%. Ce qui fait qu'en moyenne, la surmortalité brute Covid pour Israël sur les 2 ans a été de 11%. C'est à peu près les chiffres que le CBS annonce. Il annonce entre 10 et 11%, le Central Bureau of Statistics, en brut. Je voudrais juste rajouter quelque chose, puisque tu as dit que c'était la surmortalité brute. En fait, encore une fois, sur les plus de 90 ans, on peut dire que ce sont les morts attribuées directement au Covid. Donc, dans cette surmortalité, il y a quand même un pourcentage de mortalité qui n'est pas imputé ici et qui est la mortalité indirecte liée au fait que les gens étaient moins soignés, comme tu l'as dit. De toute façon, leur espérance de vie était faible. Donc, je veux dire, sur les morts hors Covid, il y a de toute façon, chaque année, il y a 45% de morts. Dans l'absolu, hors Covid, il y a 45% de morts une année normale, même quand il n'y a pas de Covid. Hein. Donc, oui. Voilà. Yes. C'est une tranche qui est de toute façon pas significative pour la surmortalité. Le problème que tu soulignes, je pense qu'il est très important et il rend difficile l'exercice, et tu as raison, c'est sur les tranches 60 à 80 ou 60 à 90. Là, effectivement, le problème que tu soulignes est difficile. C'est pour ça que, alors, tu fais bien tout le temps la perche. Israël est un pays transparent, c'est le seul pays qui fait ça. Il y a une commission qui étudie tous les jours
les dossiers des morts des 2 ou 3 mois précédents, alors il y a à peu près entre 20, 30, 60 morts par jour, donc il y a eu 3 000 à 4 000 morts. Ces 3 000 à 4 000 morts, tous les jours, on étudie quelques cas et on s'aperçoit, cette commission-là tranche, est-ce que cette personne est morte plutôt du Covid ou plutôt de cancer, d'AVC Donc, elle requalifie, après une étude poussée de 2 heures, 3 heures, le cas rétroactivement 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois après. Donc, rétroactivement, moi qui manipule les chiffres, qui sort les chiffres du ministère de la Santé, je m'aperçois que le chiffre du 15 février, du nombre de morts du 15 février, il est passé de 22 à 24. Et puis, 1 mois et demi après, il peut passer de 24 à 26. Donc, il y a des requalifications, il y a des commissions qui travaillent régulièrement, et il faut louer Israël, qui est un pays de transparence totale sur le nombre de morts, qui n'hésite pas à recaler son nombre de morts à la hausse rétroactivement et au cas par cas dans le passé. Donc, qui permet de donner aux statisticiens comme moi un outil de travail fantastique et qui est transparent. C'est-à-dire que dans d'autres pays, je pense qu'on sous-estime le nombre de morts du Covid, parce qu'on ne refait pas cet exercice rétroactivement. D'accord. Transparence totale. C'est très intéressant cet aspect, comment chaque pays est organisé pour analyser finalement le bilan de cette pandémie qui va encore faire couler beaucoup d'encre, j'imagine, et cet accès à ce dashboard du ministère de la Santé et du Bureau des statistiques israélien te permet de nous faire des courbes au jour le jour, de façon très évidente. Le dashboard, il faut savoir, est édité entre 2 et 4 fois par jour. Le samedi, c'est jour de repos en Israël, donc il n'est pas édité le samedi, il est édité le vendredi après-midi et vendredi matin, mais le samedi, il n'est pas édité seulement à la fin du jour de repos, c'est-à-dire à la tombée de la nuit. Une demi-heure après, le ministère de la Santé en édite un, c'est fantastique, et il en a édité encore un autre 1 heure après, et encore un autre 2 heures après. Donc hier soir, il en a édité 3. Pour te dire le travail du ministère de la Santé, et même les jours fériés, il y a des jours fériés en Israël religieusement fériés ou des jours fériés nationaux, le ministère s'arrange pour, sans transgresser les aspects religieux, faire travailler les gens pour éditer à la fin, dans les périodes autorisées religieusement, ce tableau de bord, ce qui fait que les statisticiens comme moi, ou les médecins comme le professeur Cohen, etc., ont accès à ces chiffres, et c'est absolument utile. Et puis, il y a les chiffres du Central Bureau de Statistiques. Là, on a un tableau de bord statistique sur la démographie de l'économie israélienne, qui est absolument hors pair, absolument unique au monde. Eh bien, merci beaucoup, Félix. C'était vraiment passionnant. Et tu nous donnes un vrai panorama de la pandémie en Israël et surtout de nous montrer les différents risques. Je voudrais conclure en annonçant qu'il y a d'autres variants qui se dessinent, hélas. Donc, il faut continuer à suivre. On n'est pas au chômage. Il y a la grippe qui se dessine. On n'est pas au chômage du tout parce que Israël se vaccine plus ou moins de la grippe. Et je voudrais en profiter également pour remercier le groupe, parce que moi, je fais une toute petite partie du travail dans le groupe et à la demande du groupe. Et moi, je travaille sur demande, finalement. Je suis un fournisseur. Et le groupe est présidé par le professeur Fermont. Et le groupe des spécialistes de très haut niveau, et ce qui permet à des gens comme moi qui manipulons les chiffres d'être aux premières loges, c'est-à-dire d'avoir les bonnes questions, parce que moi, je n'ai pas forcément les bonnes questions. Et avec les bonnes questions, j'arrive à trouver les bons chiffres. Il y a également quelqu'un qui s'appelle Nadine Passantin qui fait une revue de presse fantastique pour moi. Il y a le docteur Benamou, il y a Menachem Breger et Daniel Mahler sur les aspects des virus eux-mêmes. Il y a aussi le docteur Nicole Pérez, pardon, qui n'est pas sur cette slide, mais que communication. Il faut donc, David Ancel, qui pose toujours les bonnes questions, hein, qui fait que je suis obligé de revenir en arrière et je m'aperçois que j'ai loupé peut-être un zoom intéressant. Et puis Irène qui est toujours là,
Voilà, merci beaucoup Félix. Il faut dire que notre task force est vraiment formidable, avec un aspect tout à fait multidisciplinaire. Il y a toute une partie des gens qui sont des auteurs d'articles, de questions-réponses, des médecins, des pharmaciens, vétérinaires, des gens qui sont spécialisés en pharmacovigilance, pharmacoépidémiologie, des physiciens, des spécialistes en chirurgie, en cardiopédiatrie, en virologie, en génétique moléculaire. Donc, en fait, on a des auteurs et des conseillers qui sont vraiment… Et un informaticien, Michel Rothenberg. Et nous avons tout un aspect qui nous permet de communiquer et qui sont surtout tout ce qui est la traduction de nos articles et de nos questions-réponses. Il y a l'aspect administratif avec un webmaster, Michel Rothenberg, qui nous organise ce Zoom, Roland Metzger qui s'occupe de tout ce qui est Facebook et LinkedIn, etc. Et puis, on édite une revue de presse régulièrement, faite par Nicole Passantin et par le docteur Nicole Pérez, et que je vous invite à suivre. Alors, quels sont nos… J'ai oublié de citer Ayala Livney qui nous donne la température à Basra. C'est fondamental. Et Dov Livney qui fait aussi notamment les traductions en anglais. Absolument. Et donc, si vous avez envie d'en savoir plus, premièrement, vous pouvez voir toutes nos vidéos sur notre site Internet. Nous avons un site Internet en français et en anglais, donc vous pouvez avoir accès aux deux. Vous pouvez nous écrire aussi si vous avez des questions. Nous publions sur les groupes WhatsApp une revue de la littérature et une revue de presse. Et si vous voulez vous abonner, vous pouvez juste nous envoyer un WhatsApp sur ce numéro. Et puis, juste un dernier mot sur le fait que nous sommes membres du réseau Vaccine Safety Net, qui est un réseau de l'OMS qui a organisé un réseau de 100 membres, de 100 sites Internet qui donnent de l'information de qualité et scientifique et claire sur les vaccins. Et donc, nous, on vient d'être membre de Vaccine Safety Net avec des associations des organisations très prestigieuses comme le CDC américain, comme American Academy of Pediatrics, John Hopkins School of Public Health, Brighton Collaboration, en Europe, Polar Leash Institute et bien d'autres. Donc, en fait, nous sommes très fiers de ce label. D'académie, comme Irène Fermont, le docteur Fermont est modeste, elle n'a pas mentionné qu'elle était rentrée très récemment, elle avait été admise très récemment à l'Académie de pharmacie, donc on peut la féliciter. Merci Félix. Et eh bien, nous allons continuer à vous proposer des vidéos de ce genre et nous vous remercions pour votre attention. Au revoir. C'est bien, hein? C'était très bien, il faut faire l'anglais maintenant.